Je connais la position secrète du porte-avions Charles de Gaulle, et pas que. Et non, j'ai pas utilisé Strava, ni aucune fuite d'application, mais de l'IA et de l'OSINT, et le pire, c'est que tout le monde peut le faire, totalement légalement. Là, tout ce que je vais te montrer, ça m'a pris 1 mois de développer le projet. Et franchement, je le dis jamais, mais si t'as une vidéo à regarder en entier dans la journée, je pense que c'est celle-là. Et d'ailleurs, pour me soutenir, n'hésite pas à liker, commenter et interagir avec cette vidéo en la partageant. Ça m'aide beaucoup. Je suis ingénieur en intelligence artificielle si tu viens de me découvrir. J'essaye d'expliquer la science derrière cette technologie sur ma chaîne, donc pense à t'abonner. Merci, ça soutient. Le 18 mars 2026, Le Monde publie un article. Des journalistes auraient trouvé la position de la plus grande arme française, le porte-avions à propulsion nucléaire, le Charles de Gaulle. Et tout s'est emballé. Cette polémique autour du Charles de Gaulle. Un militaire a-t-il communiqué par mégarde la position du Charles de Gaulle? Le Charles de Gaulle, localisé en pleine mer à cause d'une application de sport, a été localisé à cause du footing d'un marin imprudent. Conséquence, le navire a pu être localisé avec précision. Certains experts allant même jusqu'à expliquer que c'était une faute majeure. elle est censée rester secrète. La position exacte du Charles de Gaulle. Par contre, il y a une vraie exposition du militaire et de ses camarades. Mais manifestement, il y a encore des erreurs humaines. Connaître sa localisation exacte peut-il poser un problème de sécurité? Cibles qui sont pourtant censées rester secrètes. L'armée reconnaît une erreur. Et dans tout ça, techniquement parlant, rien de bien difficile. Il a suffi aux journalistes de regarder aux bons endroits sur Strava, une application de suivi de running, puis de suivre les bonnes personnes, et pouf, un jogging d'un militaire français qui court en plein milieu de l'océan, sur le porte-avions, qui permet donc de retracer sa position. Mais est-ce que c'est vraiment si grave? Au matin du 19 mars, quand je vois passer cette news, directement je me dis il y a quelque chose qui cloche. Et d'ailleurs, même pendant que je tourne cette vidéo, je viens d'apprendre là sur mon téléphone qu'un dispositif Bluetooth dans le courrier d'un marin aurait permis de localiser encore le porte-avions. Et là aussi, toute la presse s'emballe. Mais du coup, il y a un truc qui va pas. Comment la position d'un bâtiment militaire qui fait 261 mètres de long peut vraiment être secrète? Parce que dire ça, je pense que c'est vraiment être totalement déphasé par rapport au niveau des technologies de surveillance actuelles. Et du coup, c'est exactement cette réflexion qui me pousse à faire cette vidéo, pour te montrer que non, la position des porte-avions, bien que sensible, n'est pas secrète. Elle est même librement accessible pour qui sait bien chercher, et ça déjà c'est un problème. Et surtout c'est le sujet parfait pour te parler et vulgariser un domaine de l'IA qui est ma spécialité à la base, la recherche d'objets par imagerie satellite. Et vu que je sais que certains vont juste s'arrêter au titre ou à la conclusion de cette vidéo pour commenter, non, ce que je vais te montrer c'est pas illégal et ça remet pas en cause la sécurité nationale. C'est fait justement pour te renseigner sur ce qui est vraiment possible de faire aujourd'hui et pour vulgariser ces technologies comme je l'ai toujours fait sur cette chaîne YouTube. Parce que je pense qu'à l'heure où on nous parle uniquement de l'IA avec ChatGPT, il faut aussi vous montrer ce qu'est vraiment l'IA et à quoi elle peut vraiment servir. Donc je vais te parler de surveillance par satellite et on va trouver le porte-avions ensemble. Ou plutôt, les porte-avions. Et ça, c'est un travail titanesque parce que ce projet, il m'a pris vraiment 1 mois et demi à réaliser. J'y ai passé beaucoup de temps et d'ailleurs, il aurait pu me mettre en retard sur tous mes autres projets. Mais heureusement pour ça, on peut compter sur l'IA pour nous faciliter la vie. Et notamment sur des outils comme Genspark qui sponsorise cette vidéo et qui m'a aidé à organiser tout mon travail ultra simplement. Genspark, c'est une plateforme d'IA tout en un qui te permet d'organiser, d'automatiser tout ton travail. Slides, documents, images, vidéos. La plateforme a fait un boom très rapide avec 250 millions de revenus en à peine 12 mois et est rapidement devenu leader sur son marché. Et surtout, la fonctionnalité principale de Genspark, c'est qu'ils ont en fait des agents spécialisés déjà pour faire ce que vous voulez, c'est-à-dire des diapositives, des tableurs, des spécialisations en designer, génération d'images ou vidéos. Ça permet aussi de garder une vue automatique sur toutes les news en IA qui tombent. Et en fait, tu peux y faire ce que tu veux en créant un workflow. Ça se présente ultra simplement comme ça. Tu as juste besoin de sélectionner les services que tu veux connecter et boum, l'IA se charge du reste. Et en plus, il y a déjà des workflows par défaut. Tu as juste besoin de te connecter et laisser l'IA faire. Et une des fonctionnalités que j'adore, c'est l'intégration d'Excel directement dans la plateforme. Tu peux juste parler à l'IA et elle se charge de faire un fichier Excel qui correspond à ce que tu veux. Tu peux même d'ailleurs lui donner tous les documents et les modifier directement. Ils ont même inclus OpenClaw à l'intérieur. En fait, Genspark, c'est une plateforme qui permet à tous en un seul endroit de passer à l'ère de la bureautique augmentée par intelligence artificielle. Et perso, je pense que c'est vraiment le futur. Comme d'habitude, les liens sont dans la description et pas dans l'espace. Pourtant, c'est bien là-haut qu'on va parce qu'une des manières les plus simples de trouver le Charles de Gaulle, c'est pas d'attendre une erreur d'un marin sur Strava, mais de regarder depuis là-haut.
Et c'est là-haut que la nouvelle guerre se déroule. La clé dans une guerre digitalisée, c'est l'information. Et quelle meilleure information on peut avoir qu'en regardant directement ce qui nous intéresse. Et surtout, je pense qu'on sous-estime tout ce qu'on est capable de voir du ciel. En fait, la guerre informationnelle est bien présente dans le cyberespace, mais aussi dans l'espace. Et ça, je pense que c'est un peu sous-estimé en vérité. Des pays et des entreprises l'ont bien compris. Palantir, par exemple, une des entreprises les plus valorisées de l'armement, a des solutions dédiées à l'observation satellite, comme Meta Constellation ou Gotham. Et si tu veux en savoir plus d'ailleurs sur cette entreprise, va voir ma dernière vidéo sur Peter Thiel. Donc pour réussir ma mission, mon but il est simple, construire Palantir. Bon, non, on peut pas faire ça. Donc, la solution que je vais développer, c'est coder une plateforme capable de sélectionner une zone de recherche sur la planète, récupérer des images satellites, entraîner un modèle d'intelligence artificielle de reconnaissance de bateaux, développer un algorithme de recherche de porte-avions et me faire arrêter par la DGSE après avoir publié cette vidéo. Je vais essayer de zapper la dernière partie, mais trouver un bateau de 261 mètres de long dans la Méditerranée, c'est équivalent à trouver une aiguille dans une botte de foin. Et donc pour commencer, il me faut la base, une source de données, et précisément des données d'images satellites. Et pour ça, l'orbite terrestre est remplie de satellites répartis sur 3 altitudes différentes, GEO, MEO et LEO, pour haute, moyenne et basse orbite. Tout en haut, les satellites GEO, notamment l'orbite géostationnaire située à environ 35 786 km, c'est un endroit où les satellites restent fixes par rapport à la Terre, ce qui leur permet de couvrir une très grande zone. On y trouve par exemple les satellites de télévision, de radio ou encore de météo. Plus bas, on a l'orbite moyenne, où l'on trouve par exemple les satellites de navigation comme le GPS. Et dans la zone qui nous intéresse, l'orbite basse, entre environ 160 et 2000 km, c'est là où on trouve la Station Spatiale Internationale. Mais aussi énormément de satellites qui ont besoin d'une faible latence, c'est-à-dire envoyer et recevoir des communications rapidement depuis la Terre. Et typiquement, les satellites d'observation, on les retrouve ici, parce qu'en étant proche de la Terre, ils peuvent capturer des images avec une très bonne résolution. Dans l'espace, il y a près de 9000 satellites actifs, dont environ 7000 rien qu'en orbite basse. On y retrouve de tout en termes de données. Il y a des satellites secrets d'observation militaire américains, comme les Keol, des satellites chinois comme les Yaokan, ou encore des systèmes russes. On trouve aussi des acteurs privés, comme Maxar Technologies ou Airbus, qui vendent des images avec une résolution très fine. Là, on parle de voir jusqu'à 30 cm par pixel. Tu peux clairement distinguer des voitures sur un parking ou ma calvitie si j'étais dans la voiture. Mais pour notre projet, le problème là, c'est le prix. Selon ce que tu demandes, ça peut aller de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros quand il y a beaucoup d'images, voire beaucoup plus pour des acquisitions spécifiques comme nous en Méditerranée. Alors, j'ai trouvé des accès à partir de 10 000 euros pour cette vidéo, mais autant dire que je les ai pas pris parce que ça pique un peu le prix. Mais heureusement, pour nous sauver, il y a l'Europe, avec le programme Copernicus et l'émission Sentinelle, qui sont en open data et donc en libre accès. Et ouais, c'est beau l'Europe, non? Et là, on a plusieurs satellites avec différents types de capteurs, et notamment ce qui nous intéresse le plus, les satellites optiques, comme Sentinelle-2. Avec Sentinelle-2A et 2B, on a 2 satellites avec des images dans le spectre visible, avec une résolution d'environ 10 mètres par pixel au mieux. Est-ce que c'est suffisant pour voir des bateaux? Franchement, quand on regarde comme ça, c'est pas mal. C'est assez bien visible, on voit des conteneurs, des petits bateaux, bref, franchement, honnêtement, largement de quoi faire. Ah oui, et juste point important, les satellites Sentinelle, comme tout satellite en orbite basse d'ailleurs, ils vont vite. Genre très vite. Genre 28 000 km/h, c'est-à-dire qu'un satellite, il fait le tour de la Terre en 1h30. Et vu qu'il bouge et que la Terre bouge aussi, un satellite, il repasse au-dessus d'un même point tous les 10 jours. Bon, et vu qu'il y en a 2, on a les images d'un point sur la Terre tous les 5 jours. Vu qu'ils sont un ici et l'autre à l'opposé, quoi. Enfin, ça, c'est en théorie. Ouais, c'est en théorie parce que y a les nuages. Voilà. Donc, c'est parfois moins. Parfois, les nuages cachent totalement la vue d'une zone. Bon, et pour tout vous dire, oui, il y a des satellites Sentinelle qui peuvent voir à travers les nuages, mais pour réussir à distinguer des bateaux sur l'eau, on peut utiliser du radar ou de l'infrarouge, mais déjà, il y a une moins bonne résolution et surtout, c'est sans couleur. Alors que pour détecter un porte-avions, ce qui est ultra important, c'est la couleur et la forme. Mais t'inquiète, on en parle juste après. Bref, du coup, j'ai trouvé ma source de données, Sentinelle-2. Mais pour pas avoir à chercher à la main parmi toutes ces données, il faut que j'entraîne une IA qui va automatiquement regarder les images et détecter les bateaux. Et quand je dis entraîner une IA, je parle pas de ChatGPT ou Gemini. Non, ici, on va entraîner un modèle d'IA de détection d'images. C'est la branche de l'IA qui s'appelle du computer vision. En gros, c'est les yeux de l'IA, de la vision par ordinateur. C'est utilisé par exemple pour la conduite de voitures autonomes. Et pour faire ça, il faut que j'apprenne à l'IA à reconnaître des bateaux. Et donc lui dire, là il y a un bateau, là non, là il y a un bateau, là non. C'est ce qu'on appelle
la labellisation. Ah oui, et tu vas voir dans cette vidéo, tout ce qu'il y a derrière moi, c'est une plateforme que j'ai développée avec l'aide de l'intelligence artificielle qui me permet d'observer les données satellites, de pouvoir fouiller dedans, de les analyser, de les labelliser, d'avoir une plateforme visuelle pour pouvoir entraîner mon modèle, labelliser les données, etc. Vive l'IA qui code d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'en ai jamais parlé encore sur YouTube, mais je viens de sortir un nouveau livre, Le super pouvoir de l'IA. Du coup, je parle de comment l'IA, d'un point de vue individuel et sociétal, rebat les cartes par le prisme de la programmation. Purée, il faut vraiment que je m'entraîne pour la promo du livre. Mais bon, bref, c'est disponible en librairie et partout sur Internet. Donc, n'hésitez pas à lire ça. C'est mon premier livre sur l'IA. Je suis trop content. Mais on en reparlera. Venez sur Instagram. Je vous ferai un réel où j'en reparlerai. Et du coup, rapidement, vu que je suis un flemmard, je me suis demandé si je pouvais pas labelliser automatiquement. La réponse est non. Au début, je me suis dit, pourquoi j'utilise pas Marine Traffic, par exemple, pour localiser automatiquement les bateaux et les labelliser automatiquement. Tout simplement parce que mes données sont pas en temps réel. J'ai des données labellisées avec une certaine heure sur Sentinel, mais c'est pas du tout précis. Donc, je peux pas utiliser les données de Marine Traffic pour les labelliser automatiquement et pour réconcilier les données. Donc, pas de choix que de faire la labellisation à la main. Et surtout qu'en ce moment, on a eu de la chance, vu que le détroit d'Ormuz était bloqué, il y avait des centaines de bateaux qui attendaient juste de se faire capturer par mon œil et mes doigts, du coup, parce qu'il a fallu que je clique beaucoup. Et oui, là, tout ce que vous voyez, c'est bien des bateaux. Il y en a des centaines et des centaines. Exactement ce qu'il nous faut pour labelliser nos données. Évidemment, on peut pas se contenter de ça, parce que vous voyez qu'ici, la mer, elle a une certaine couleur. Et si je regarde dans d'autres endroits de la planète, eh bien, les couleurs de mer peuvent rapidement changer. Donc, il me faut des données les plus hétérogènes possibles. Vous voyez, rien qu'ici, la mer, elle est déjà d'une couleur très différente. Et on a aussi des bateaux qui sont ici. Et après, évidemment, vu que le Charles de Gaulle, il va pas être proche des terres, il va aussi falloir récupérer des données en plein milieu de la mer, dans la dernière zone où il a été vu. Et là, ça va devenir un peu plus compliqué. Vous voyez, là, déjà, il y a beaucoup de nuages. C'est un peu une chasse aux Pokémon. Donc, je passe des heures à labelliser ces données. Au final, j'ai 2000 bateaux, donc ça commence à me faire une base de données pas trop mal. Et donc, une fois que j'en suis là, place à l'entraînement de notre modèle d'IA. Donc, pour notre IA, je vais faire ce qu'on appelle du fine-tuning. C'est-à-dire, je prends un algorithme de détection d'images qui existe déjà. En l'occurrence, ici, je vais récupérer YOLO. C'est un algorithme d'IA qui marche ultra bien, ultra populaire pour faire de la reconnaissance d'objets, qui arrive à reconnaître des chiens, des voitures, etc. Et là, en fait, avec ces données, je vais prendre cette capacité qu'il a de reconnaître des objets et je vais le spécialiser pour reconnaître nos bateaux. Bon, l'entraînement de mon IA, elle est assez rapide. Ça me prend environ 1 heure. Mais ça m'a pris des jours de trouver les bons paramètres. Parce que comme d'habitude dans ces vidéos, je te coupe énormément d'étapes, d'échecs, de remise en question, de possibilités, etc. C'est toujours pas magique ni automatique. Donc les premiers résultats sont intéressants, mais franchement pas incroyables. Il manque des bateaux, il détecte des nuages à la place des bateaux, donc il faut encore que j'améliore l'algorithme. Et les premières fois quand j'ai lancé cet algorithme, ça marchait pas du tout. En fait, mon algorithme, il avait juste appris à reconnaître des carrés, des rectangles sur la mer. Mais le problème, c'est que des formes carrés et rectangles de nuages, il y en a plein en Méditerranée. Regardez les points. Ça, l'algo, il pourrait croire que ce sont des tout petits bateaux. Voilà, super. Donc, une des techniques, ça a été pas uniquement de lui dire où sont les bateaux, mais aussi de lui prendre des patchs d'images et de lui dire « Écoute, ici, il n'y a aucun bateau. Regarde bien, il n'y a que des petits nuages. » Je reprends les résultats de l'IA et je le relabellise encore à la main pour permettre à l'IA d'améliorer son prochain entraînement. Donc, je monte à peu près 3000 bateaux dans ma base de données. Et là, petit à petit, je commence à avoir des résultats franchement pas mal. Alors, il reste des erreurs, mais l'IA détecte bien les bateaux. Donc, une fois que j'en suis là, j'ai un système qui me récupère les images satellites d'une zone et qui fait tourner sur chaque petite image mon IA de détection de bateau automatiquement. Donc je lance mon IA sur plusieurs jours sur la Méditerranée orientale et on va bien voir ce qu'on peut pêcher. Mais encore une fois, là on n'a pas une vision globale de la Méditerranée parce que Sentinel ne couvre pas toutes les zones les mêmes jours, donc on se retrouve à devoir faire des prédictions sur des branches comme ça, sur des zones où le satellite passe un jour et parfois il passe pas du tout, ou parfois quand il passe les données, c'est pas exploitable parce que c'est tout blanc, il y a des nuages. Tu vois, en fait, heureusement que j'ai fait ma plateforme parce que en un seul clic, je peux littéralement choisir n'importe quelle zone sur la planète. Tu vois, là par exemple, si je veux trouver des bateaux au niveau du détroit d'Ormuz, et boum, je peux lancer mon algorithme de recherche ici. Et aussi, petit point important, en fait, même si Sentinel passe au-dessus de toute la carte, en vérité, il ne va pas nous renvoyer toutes les données de la Terre entière.
Parce que évidemment, c'est très très lourd s'il devait nous envoyer absolument toute la Terre. Et vu que Sentinel, c'est vraiment des satellites d'observation pour l'agriculture, pour les terres, etc. Bah en fait, il n'a pas intérêt à renvoyer toutes les zones en haute mer. Et donc, typiquement, à un moment donné, moi, j'ai voulu me demander est-ce que je pouvais trouver entre Oman et l'Inde l'intégralité de l'arsenal américain avec tous leurs bateaux, etc. Mais en fait, je peux pas parce que cette zone-là n'est pas couverte par Sentinel. Nous, on a de la chance parce qu'en fait, en Méditerranée, vu que les terres sont très très proches, ben en fait, finalement, Sentinel, il envoie quand même un flux continu en Méditerranée. Et oui, on a de la chance. Donc tu l'as compris, en plus de chercher une aiguille dans une botte de foin, c'est aussi un jeu de chance avec ces données publiques. Donc je couvre la Méditerranée du 1er mars à mi-avril, et après, il me reste plus qu'à voir dans les résultats s'il y a le Charles de Gaulle. Donc il faut environ 2 jours de calcul non-stop pour que l'IA analyse 45 jours de données. Ce qui a été le plus long, c'est surtout pour récupérer les images de Sentinel. Ça m'a pris environ 400 gigas de données pour 185 000 images. Sur 45 jours, ça m'a fait 8 325 000 images à analyser avec mon GPU. Donc après avoir laissé mon ordinateur tourner jour et nuit, j'ai enfin les positions d'environ 10 000 bateaux sur 45 jours. Alors évidemment, je ne vais pas analyser les données à la main, donc pour ça, je vais faire un autre algorithme, un algorithme de reconnaissance d'images. Parce que la forme d'un conteneur et celle d'un porte-avions, elles sont assez différentes quand on regarde bien. Et grâce à l'article du Monde, on a une image du porte-avions par satellite. Donc je vais utiliser SAM3, un algorithme qu'on appelle de segmentation d'images, utilisé pour récupérer la forme d'un objet présent sur une image. Et à l'intérieur de cette forme, on va récupérer la couleur moyenne. Donc en utilisant ces deux facteurs, la couleur du bateau et la forme du bateau, je crée un algorithme capable de reconnaître les bateaux avec la même forme et la même couleur. Et d'ailleurs, si ici tu as d'autres idées de techniques, dis-moi-les tout de suite en commentaire. En vrai, je pourrais essayer de vous expliquer en détail comment fonctionne l'algorithme de bateaux similaires. Par exemple, en fait, je récupère un score de ranking, un score de couleur, un score de forme. Après, j'ai une formule qui va venir en fait faire un score global, etc., etc. Mais je pense que ça vous plairait pas sur YouTube, ou du moins, si ce genre de choses vous plaît, ben venez sur Twitch, parce que ce projet, typiquement, j'ai commencé à le coder quand j'étais sur Twitch. En fait, le truc, c'est que sur YouTube, je peux plus rentrer dans un niveau de technique avancé, parce qu'à chaque fois que je le fais sur mes vidéos, et ben en fait c'est à ce moment précis que je vois que les gens partent. Même si je sais que certains derrière votre écran, vous voulez à tout prix voir du code et des choses en détail, YouTube c'est pas une plateforme sur le long terme où on peut faire ça. Alors évidemment c'est pas parfait, et les premières fois que je lance l'algorithme ça marche pas du tout, encore une fois, et en plus un porte-avions c'est gris-blanc, donc ça ressemble à des nuages, bref c'est l'enfer, j'ai dû le faire et le remodifier pendant des jours, mais à un moment, je lance mon algorithme sur 10 000 images, ça me prend un peu de temps, mais là j'ai des formes qui remontent, qui semblent plutôt prometteuses, puisque dans les premiers résultats, je trouve les images d'un porte-avions. Et notamment, mesdames, messieurs, le porte-avions Charles de Gaulle. Et comment être sûr que c'est le porte-avions Charles de Gaulle? C'est parce qu'autour de lui, il y a toujours une escorte, et notamment des frégates françaises bien visibles, toujours positionnées à environ 15-20 km du bâtiment militaire, qui ont une forme assez explicite, longue et grise. Donc mon algorithme trouve bien la position du porte-avions que le Monde avait trouvé, plus des positions en mars et en avril. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'avec des données en open data de l'OSINT, de l'IA, je suis capable de retracer la position de la plus grande arme française, le porte-avions à propulsion nucléaire Charles de Gaulle. Je peux voir s'il suit toujours le même itinéraire, savoir vers où il est et quand. Et là, je l'ai appliqué à la Méditerranée, mais je pourrais l'appliquer à toutes les zones de la planète et avoir une vision précise de sa position aussi. Enfin, si j'avais 10 000 $ quoi. Mais attends, c'est pas tout? Bah non, parce qu'il y a un problème. Là, tu le vois le problème? Si, juste là, regarde bien. Le 10 avril, mon algorithme, il a trouvé 2 porte-avions. Alors, on peut penser que c'est une erreur, mais une photo a été prise à 8h53 le 10 avril et l'autre à 8h23, soit 30 minutes d'écart entre les deux. Donc peut-être que c'est juste le Charles de Gaulle qui se déplace rapidement, mais non, parce que les photos sont séparées de 300 km. Peut-être c'est pas un porte-avions, et pour le coup, si c'en est un, non, la raison elle est autre. La raison, c'est que le porte-avions Charles de Gaulle, c'est celui-là, et l'autre, il s'agit du porte-avions américain USS Gerald Ford. Donc j'ai aussi réussi à détecter la position précise du plus puissant et du plus grand porte-avions de l'armée américaine et du plus puissant porte-avions du monde d'ailleurs. Et le pire, c'est qu'en analysant mes données, je l'ai détecté souvent, en train de tourner, donc il faisait aussi des rondes en Méditerranée. Donc oui, j'ai réussi avec l'intelligence artificielle à détecter par exemple que le porte-avions Charles de Gaulle était ici le 10 avril et le Gerald Ford ici le 15 avril.
Donc j'ai récupéré sur 1 mois et demi cette position dite sensible de 2 porte-avions nucléaires. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est assez fou quand même. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un niveau de technologie où avec de l'OSINT, des données en source ouverte, des algorithmes d'intelligence artificielle, on est capable de détecter la plus grande arme française sur une carte. Alors évidemment, c'est pas en temps réel, mais on est quand même capable d'avoir des trajets et de savoir où était le porte-avions à un moment donné. Et encore une fois, moi je suis là tout seul à le faire. Mais les pays aujourd'hui, les entreprises privées avec des données satellites ont parfaitement la possibilité de suivre n'importe quel porte-avions en temps réel. Et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi depuis des semaines dans les médias on nous dit la position du porte-avions est secrète, etc., etc. Si vous avez des idées dans les commentaires, dites-moi, parce que pour le coup, j'ai pas trouvé la réponse. Mais donc on découvre quoi ici ? Que non, la position d'un porte-avions n'est pas secrète. Tous les États du monde y ont accès. Un porte-avions, c'est aussi un outil de dissuasion. Donc dire attention, on est ici, fait partie du narratif. Et surtout que les technologies que je viens de te montrer, moi je suis seul là sur mon ordinateur, sur mon bureau, et je peux faire ça. Maintenant, imagine les entreprises privées, les États avec des satellites ultra pointus, une puissance de calcul illimitée et des centaines de personnes. Tu te doutes bien qu'à l'heure de l'IA et de la donnée, de moins en moins de choses sont secrètes. Et ça, pour tout le monde. J'en parle dans mon livre. J'en parle dans mon livre. Le gars horrible, je vais faire ça à toutes les vidéos maintenant. Mais surtout, j'espère que ce projet, il aura surtout donné envie à des personnes de s'intéresser à l'IA et surtout à l'IA sur l'imagerie satellite. Parce que franchement, c'est un champ d'application tellement intéressant, très utilisé pour surveiller la déforestation, la migration animale, l'évolution des villes et l'impact de l'humain sur la nature et tellement d'autres choses. Encore une fois, l'IA, c'est pas que ChatGPT, l'IA c'est aussi de la surveillance de masse. On pense que des choses sont secrètes alors que pour les États et certaines entreprises, pas du tout. Dites-moi en commentaire comme d'habitude ce que t'en penses. N'hésite pas à liker, commenter, partager la vidéo s'il te plaît. Ça m'aide énormément, surtout qu'en ce moment l'algorithme de YouTube ne m'aime pas trop. Merci à toi, j'espère que cette vidéo t'a plu. À bientôt, bye bye.